Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de 3 ans que j'ai allaité durant 1 an et je suis la créatrice de ce podcast. Dans la vie, je suis ostéopathe et spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. J'accompagne spécifiquement certaines problématiques d'allaitement en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement, permettant un allaitement serein pour la mère et l'enfant. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'était le manque d'informations, de partage d'expériences et de vécu dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mères et des pères sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Mon objectif est simple, vous informer, vous donner des clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Pour ce tout premier épisode de l'année 2022, je vous propose de découvrir Elsa et son histoire. Elsa est doula, elle a 2 enfants et 2 histoires d'allaitement avec un point commun, connaître l'abcès du sein. L'abcès du sein, c'est quand l'engorgement, le placard dans ton sein rougit, s'infecte, se transforme en abcès, qu'il n'est plus possible de drainer grâce à la succion de ton bébé ou ton tire-lait. On n'avait encore jamais traité de cette problématique ici et Elsa a connu ça à 2 reprises, une fois pour chaque allaitement et une fois pour chaque sein. Elle va nous raconter comment on passe d'un sein un peu engorgé à cet abcès justement, comment elle ne l'a pas vu venir, comment cette période du postpartum et la façon dont on est accompagné peut ou non faire basculer ce genre de situation. Elsa a aussi connu 2 façons très différentes de traiter ses abcès, l'une chirurgicale et l'autre non. Elle nous explique si elle a pu continuer ses allaitements après ses déconvenues. Bienvenue donc à Elsa et à tous et à toutes, je vous souhaite une délicieuse année 2022. Ça va milkshaker comme jamais. Belle écoute. Salut Elsa, bienvenue dans Milkshaker. Salut Charlotte. Elsa, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous écoutent, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie et qui sont tes enfants? Oui, bien sûr. Donc je suis Elsa Usan, je suis doula à Paris. Donc j'accompagne les couples, les familles en complément de leur suivi médical pendant la grossesse, après l'accouchement, pendant toutes les épreuves de la maternité aussi. Je suis là pour les soutenir, les écouter, prendre soin des femmes. Ok. Et alors tu as 2 enfants, oui, c'est ça? C'est ça, j'ai 2 enfants, 2 garçons. Idan qui va avoir 7 ans et Oren qui a eu 4 ans. Ok, et donc ces 2 enfants ont-ils été allaités, Elsa, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui? Oui, tout à fait. Les 2 ont été allaités. J'ai allaité Idan 8 mois et Oren quasiment 2 ans. D'accord, ok. Alors raconte-nous, avant d'allaiter, Elsa, quelle vision tu avais de l'allaitement? Qu'est-ce que tu avais envie de faire de cette expérience-là? Est-ce que pour toi c'était une évidence ou est-ce qu'au contraire tu te disais que bon allez peut-être, pourquoi pas, je tente et advienne que pourra? Écoute, pour moi ça a été une évidence. Je pense qu'aussi loin que je m'en souvienne, avant même d'avoir des enfants, je me projetais enceinte et allaiter mes enfants. Okay. J'ai moi-même été allaitée je pense une bonne année par ma mère et elle m'en a toujours parlé avec beaucoup de douceur. Je l'ai vu allaiter ma sœur aussi, même si j'avais 2 ans et demi, 3 ans, je pense que ça a dû me marquer. Donc, oui, il y a eu comme une forme de transmission chez toi autour de l'allaitement, c'était assez évident que ça faisait partie de la maternité, c'est ça? Oui, complètement. J'ai vu mes grandes cousines allaiter aussi. Voilà, ça faisait partie du chemin. Je crois que je me suis pas posé la question de faire autrement, en fait, aussi. D'accord, ok. Et alors, du coup, ton premier loulou arrive, et là, qu'est-ce qui se passe? Comment elle démarre cette première expérience d'allaitement? Écoute, au début, ça s'est super bien passé. La première mise au sein après l'accouchement, hyper douce. Première tétée, où tout de suite, j'ai senti que c'était juste pour moi, que c'était vers là que j'avais envie d'aller. Ok. Donc, le début se passe bien. Une montée de lait qui arrive dans les temps. Il tétait très fréquemment. Je notais toutes les tétées. J'étais très, très... Ouais, t'avais ton petit carnet, mon tu petit notais carnet, la voilà, tétée, le côté du sein, exactement. Le bracelet qu'on change de bras et compagnie, là, c'est ça? Exactement. Sein gauche, sein droit. Je sentais que j'avais déjà beaucoup de lait. Il n'y avait pas de questions sur la lactation. D'accord. Voilà, le lait venait bien. Et d'ailleurs, c'est sûrement ce qui a après m'a causé des problèmes. En tout cas,
La première semaine, ça se passait très bien. J'avais un peu mal au téton parce que voilà, c'était sensible au début. Donc j'utilisais une petite crème, mais pas de crevasses. Donc j'étais très focalisée sur les crevasses et contente de ne pas en avoir en fait. Ouais, c'était ça ta crainte, c'était Ouais. de te dire est-ce que je vais avoir mal? Parce que c'est vrai que la grande idée reçue de l'allaitement, c'est quand même que ça fait mal, quoi. Exactement. Donc j'avais un peu mal à l'accroche, mais ensuite ça se passait bien. Ok. Et puis c'était des moments d'une très grande douceur. J'étais vraiment contente. T'as retrouvé ce que t'avais imaginé de l'allaitement? Oui, je crois que c'était tout aussi évident en le faisant. Voilà, j'étais alignée en tout cas. Ok, super. Et alors, cette expérience, du coup, avance tranquillement. Et... Voilà, assez rapidement en fait, parce que la première semaine ça allait, mais c'est à 8 jours, je me souviens, 8-9 jours. Ah ouais, donc rapidement, un problème arrive. Assez rapidement, je sens que je m'engorge. Ouais. Donc, pourtant mon bébé tétait très souvent, mais je sens mes seins qui sont souvent très durs, que j'ai déjà du mal à vider. D'accord, des deux côtés. Tu sens qu'en fait, il y a une quantité de lait plus importante que ce que Loulou a besoin. Exactement. Et des douleurs. Des douleurs, du coup, d'engorgement. Je sens mes seins lourds, je me sens fatiguée. En même temps, 8-10 jours en postpartum, on est quand même... Ouais, quoi qu'il arrive, on est un peu KO. On est bien KO. J'avais pas de fièvre, j'étais pas frissonnante, mais je sentais que j'avais mal. Et surtout, je savais pas vers qui me tourner. D'accord. Parce qu'il y a 7 ans, j'étais pas encore doula. J'étais au tout début de mon chemin. J'avais eu un parcours un peu classique d'un suivi gynécologique, puis par la maternité où j'ai accouché. Ouais. Et je n'avais pas connaissance à cette époque qu'on pouvait faire venir une sage-femme à domicile après l'accouchement. D'accord. Ah oui, donc du coup, oui, t'avais même pas l'accompagnement, disons classique qu'on peut avoir aujourd'hui. Et un peu indispensable. Parce que le Prado n'existait pas ? Si, ça existait, mais je pense que soit on m'en a pas informé, ou soit à la mater, on te remet tout un petit paquet de documents, mais évidemment, toutes les infos qu'on te donne dans les 2 jours qui suivent ton accouchement, t'es pas concentré sur ça. Donc je suis rentrée chez moi un peu... à J3, avec mon bébé, mon mari, à découvrir ce petit bébé, découvrir l'allaitement. Et tu te rendais compte que ça se passait pas bien ou jusqu'à ce que je m'engorge, non. Comme j'avais pas de problème au niveau périnéal, j'ai pas eu besoin en fait de voir un soignant en retour à la maison. Et je me suis dit que l'allaitement, comme il démarrait bien, ça allait aller. D'accord. Donc je me suis retrouvée un petit peu solo à 8 jours, 10 jours après, quand j'ai eu cet engorgement. Ouais. Autour de moi, donc je demandais conseil et on m'a mis en lien avec la mère d'un ami qui l'a allaité longtemps. Ouais. Et cette amie m'a dit appelle-la, ma mère, elle va peut-être pouvoir t'aider. Et elle m'a donné le numéro d'une sage-femme qui est assez connue d'ailleurs, Chantal Birman, qui habitait à côté de chez moi. Et c'était juste avant qu'elle elle travaillait encore au cabinet à ce moment-là. Ah, génial. Elle m'a dit va la voir. En gros, ne reste pas seule. Parce qu'il y a une partie de moi qui aurait continué comme ça. Oui. J'avais pas forcément l'idée de demander de l'aide alors que j'en avais besoin. Ok, donc à ce moment-là, tu sens que tes seins ils commencent à se tendre, à devenir douloureux, que ça va globalement un peu moyen, mais tu mets plutôt ça sur le compte du postpartum. C'est ça. Mais tu décides quand même d'aller consulter cette sage-femme. Voilà, je consulte assez rapidement. Elle confirme en effet qu'il y a un engorgement, mais elle est hyper rassurante. Mon bébé prend beaucoup de poids, prend bien du poids. Donc ça, c'est pas un sujet. J'étais très focalisée sur est-ce qu'il prend bien. Et moi, j'avais mal, mais ça passait en second plan. Ouais. Le principal, c'est qu'il prenait bien, qu'il grossissait bien. On a revu les positions. Elle m'a dit que, en effet, il fallait bien le mettre au sein pour désengorger. Elle m'a parlé aussi du chou dans le soutien-gorge, qui a des propriétés aussi qui permettent de désengorger. De désengorger. Voilà, on a revu les positions. Elle n'était pas inquiète. Donc, moi, finalement, je suis rentrée chez moi en me disant que ça allait passer. Tu repars rassurée de ce rendez-vous-là en me disant, bon, de toute façon, ce bébé prend bien du poids, moi je suis un peu engorgée, je vais me mettre des choux dans le soutif et ça va bien se passer. Exactement. Ok, donc tu mets tes choux dans ton soutif. Je mets le chou, on a même acheté les petites, des petites poches un peu que tu mets au congélo pour avoir le froid, je faisais le chaud. Voilà, je faisais un peu tout ça, mais les jours passent et en fait, ça passe pas. Même ça s'empire. Et l'information peut-être qui n'avait pas été bien reçue de ma part, c'était quand même qu'une fois qu'on a l'engorgement ne dure pas des semaines. Un engorgement, c'est censé partir sous 48 heures. Oui, il faut le vider d'ailleurs. Il faut que ça se vide à un moment. Exactement. Donc c'était principalement mon sein gauche.
D'accord, donc là, le sein droit s'était un peu calmé. Ouais, c'était beaucoup donc, mieux. dans cet engorgement, voilà, il y en avait un qui avait quand même un peu cédé, côté droit, mais côté gauche... Ouais, je pense qu'à droite, mon bébé t'était mieux. Il était plus à l'aise pour vider le sein. D'accord. À gauche, c'était plus compliqué, et pourtant, les mises au sein étaient fréquentes. Je pense à cette époque, toutes les 2 heures, quoi, toutes les heures et demie, 2 heures, jour et nuit. Donc, il tétait, il prenait du poids. Donc, il y avait ce côté aussi où je comprenais pas trop pourquoi mon sein il se vidait pas bien. Ouais. Et au fil, alors j'ai plus le souvenir exact parce que ça fait 7 ans, je sais plus si c'est au bout de quelques jours ou quelques semaines, mais le temps est passé et en fait je me suis habituée à allaiter en ayant mal à gauche. D'accord. C'est-à-dire que j'ai pas le souvenir d'avoir un moment où j'avais pas de douleur. Ah oui, d'accord, ok. Donc c'était devenu ta normalité. Voilà, exactement. La normalité à gauche, c'était un peu plus chaud, un peu plus... Même il y avait assez rapidement, il y a un placard qui est apparu, une sorte de placard rouge. Ouais, donc là c'est vraiment quand la peau devient toute rouge, vous avez une brique quoi, dans le sein quelque part et la peau devient rouge. Donc là tu passais finalement à la mastite, tranquillement. Ouais, tranquillement, ça s'inflammait. Alors sauf que moi j'étais toujours toute seule. En combien de temps tu passes, tu sais, de cet engorgement là J8 où tu décides d'aller voir la sage-femme à ce côté mastite où là t'as le placard dans le sein, c'est rouge, c'est chaud et t'as mal tout le temps et... Je dirais 2 semaines, peut-être une semaine plus tard, une semaine à 10 jours de mémoire. D'accord. Tout en sachant que l'engorgement n'est jamais parti. Donc il n'y a pas eu un moment donné après ces 8 jours où c'est redevenu souple. Non, ça n'a fait que aller en exponentiel. En exponentiel, mais assez lentement je dirais. Ouais, assez relativement Ça lentement. peut aller très vite dans ces trucs-là. Non, relativement lentement. J'étais en fait tous les jours avec mon chou, tous les jours avec mon chaud, mon froid en alternance. Plus le temps passait quand même, plus je serrais les dents au moment de la tétée à gauche. Ouais. Je la redoutais. Ouais, mais ça, c'était insidieux. Ça arrivait petit à petit dans ton cas, donc t'as pas vu le truc monter non, et surtout, de façon seule. Évidente. J'étais pas entourée. Parce que, encore une fois, à aucun moment donné à cette époque-là, j'ai percuté que je pouvais revoir la sage-femme. Ouais. En fait, on est dans son tourbillon du postpartum. J'étais en pleine découverte de mon bébé. J'étais vraiment concentrée sur ça, en fait. Et ma douleur, c'est pas que je l'oubliais, mais je la priorisais pas. Elle était là, latente. Mais pour moi, c'était cet engorgement. Je ne parlais que d'engorgement. J'avais pas du tout le mot mastite à la bouche. Ah oui, d'accord. Ça te passait pas par la tête. Tu savais ce que c'était qu'une mastite ? Je pense pas. À cette époque-là, je pense pas que je savais. Pour moi, j'étais engorgée et mon engorgement ne passait pas. Ok, très bien. Et tu as connaissance de ce que c'est qu'une consultante en lactation ? À cette époque-là, non. Non, même pas là. Donc même pas. Pour toi, ton contact, c'est la sage-femme, mais tu l'as vue une fois. Je l'ai vue une fois, je l'ai pas rappelé. Encore une fois, c'est pas tant que je voulais pas demander de l'aide, c'est que finalement, et d'ailleurs ça m'a fait cheminer après dans ma réorientation professionnelle pour devenir doula, du fait de ça, quand on n'est pas entouré en postpartum, c'est difficile de s'entourer. Une fois qu'on a la tête dedans. J'étais pas mal, j'étais en osmose avec mon bébé et je faisais comme je pouvais pour l'allaiter. Il prenait du poids, c'était le principal, il allait bien. Ouais, tout était fixé sur ton bébé, quoi, finalement. Ouais, c'est ça. Ok. Donc 2 semaines après, ce bébé a presque 1 mois, et tu te retrouves avec une mastite. Alors oui, peut-être un peu avant, peut-être 3 semaines, il devait avoir 3 semaines. Donc j'ai cette mastite que je n'ai pas identifiée comme une mastite. À aucun moment donné, d'ailleurs, je vais l'identifier comme une mastite parce que quand ça va s'empirer, on va arriver au stade de l'abcès. Ouais. Je ne suis pas passée par le stade intermédiaire. Oui, en tout cas pas consciemment. Oui, pas consciemment. Je l'ai corporellement, tu es passée, mais pas dans la tête. Pas dans la tête. Tu es passée de l'engorgement à l'abcès. Et alors là, exactement. Comment tu te comprends que tu as un abcès ? La douleur empirait. Là, il y a eu un moment donné, quand il devait avoir entre 3 et 4 semaines, où ce sein gauche, il me faisait vraiment mal. Chaque tétée était vraiment très redoutée. J'en suis arrivée à mordre un coussin au moment où... Ah oui, quand même. Ouais, j'avais très mal. J'ai pas eu de fièvre. Et ça, je me suis dit, j'ai pas de fièvre, ça doit pas être très grave. Sauf que la douleur augmentait au point qu'autour de moi, j'avais une collègue qui avait accouché quelques mois avant moi et qui allaitait son bébé. Donc c'était un peu une référence pour moi, on parlait beaucoup. Elle me disait, mais Elsa, il y a la Leche League. Tu peux appeler la Leche League peut-être, ou ma cousine m'avait parlé de la Leche League. Donc je connaissais pas les consultantes. Mais j'ai appelé une bénévole de la Leche League. D'accord. Donc elle me donnait pareil des conseils pour l'engorgement. Elle m'a dit c'est peut-être une mastite. Elle a commencé à poser des mots en fonction de... Voilà, oui, parce qu'elle t'a au téléphone finalement. Ouais. Donc t'as pas de fièvre. Ouais, t'as un placard rouge. Mais c'est ce placard rouge qui ne part pas.
malgré les changements de position, j'essayais de faire téter de différentes façons. Ouais. Ça part pas et la douleur vraiment augmente. Au point qu'à un moment donné, je n'arrive pas à lever le bras gauche. Ouais, là, ça commence à sentir pas Ouais, bon. Hein. ouais. Mais c'est bizarre, en le racontant, je me rends compte que sur le coup, je percute pas forcément qu'il y a quelque chose de grave qui est en train de se passer dans mon sein. Oui, alors que moi, là, j'ai tous les warnings qui sont allumés, tu vois. Bah oui, j'imagine. Là, à un moment donné, j'arrivais pas à appuyer sur le pouce-mousse. Quasiment tellement ça me faisait mal. Oh là là. Et je me disais, bon, là, ça va pas, en fait. Là, peut-être qu'il y a un problème. Ce bébé prend du poids, mais peut-être qu'il y a quand même quelque chose à faire. Ouais, exactement. Et là, cette fameuse collègue me dit, mais tu sais, tu peux appeler une consultante en lactation. Elle m'explique ce que c'est. Je dis, ah, mais c'est incroyable. Enfin, la nana qui se réveille 1 mois plus tard, après 3 semaines continue, 3-4 semaines continue de douleur. Ah, de douleur. Et donc, elle me donne le numéro de Véronique Darmanja dans le 12e, donc que j'appelle. Et elle me demande de lui décrire, et même visuellement, ce qui se passe. Et je lui dis que là, même ma peau est un peu comme du papier à cigarette, quoi. Très, très fine. Et elle me dit, écoutez, je crois que vous avez un abcès. Que là, il faut que vous soyez prise en charge maintenant. Que là, c'est urgent, en fait. Et donc là, ça m'a fait un tilt. Et donc en fait, t'as même pas eu le temps de la voir au téléphone. Elle t'a dit, oui, vous venez pas me voir. Ouais. Non. Elle m'a dit, il faut aller aux urgences. Ok. Il faut aller aux urgences, il faut que vous soyez prise en charge. Et là, j'ai comme eu une sorte de soulagement extrêmement intense de quelqu'un va me trouver une solution. Parce que je m'étais un peu résignée. Je m'étais dit, bah en fait, c'est pas qu'à l'été ça fait mal, mais j'ai cet engorgement qui passe pas. Je suis comme ça, je suis engorgée, quoi. Ok. Donc, à aucun moment donné, plus tôt, je me suis dit que un engorgement, ça durait pas 1 mois. Ouais, tu planais un peu, en fait. Ouais, t'étais baignée dans ton ocytocine, là, tu planais complet. Et je me suis habituée à la douleur. Ouais. Et en fait, il y a eu quand même... Si, quand même, j'ai oublié de dire qu'il y a un moment donné aussi où j'ai loué un tire-lait. On m'a dit peut-être, comme pour résoudre l'engorgement, tire ton lait en plus pour... Oui. Donc, il y a eu cette location de tire-lait. Donc, il y a eu mon bébé qui a eu ses premiers biberons par son papa avec mon lait tiré aussi pour soulager mon sein. Quand même, plus on approchait, plus le temps avançait, plus la tétée à gauche devenait impossible. À limite de l'insupportable. Ouais, donc tu finissais par tirer le lait de ce sein-là pour éviter de donner la tétée. Ouais, vraiment, ça me faisait trop mal. Et le tire-lait ne parvenait pas non plus à déboucher tout ça parce qu'en fait, on était déjà trop loin dans le processus. Le canal, il était beaucoup trop bouché. Complètement. Et déjà, j'étais à un stade où j'avais besoin d'antibiotiques depuis bien longtemps, en fait. Donc on rappelle, engorgement, c'est il y a un peu trop de lait par rapport à la demande. À un endroit, il y a un canal qui est un peu moins bien drainé. Et puis du coup, le sein, il y a une partie des canaux finalement où le lait ne s'extrait pas. Donc ça peut s'engorger. Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, ça peut se transformer en mastite parce que le lait qui stagne finit par s'inflammer, éventuellement s'infecter, etc. Et l'abcès, c'est vraiment quand la zone s'est collectée, on appelle ça. Ouais, exactement. Et que il y a plus de possibilité d'extraction, en tout cas par les canaux galactophores, quoi. Exactement. Et donc là, qu'est-ce qu'on te propose comme solution? Tu vas aux urgences? Donc moi, j'ai accouché au Bluet. Donc je me suis dit, je vais aller au Bluet. Mais c'est vrai que la consultante en lactation m'a dit qu'à Port-Royal, ils étaient bien. Donc moi, j'écoute. Okay. Je vais à Port-Royal. Et là, j'ai eu une prise en charge qui a été vraiment très, très mal gérée, je dirais. Parce qu'en fait, l'allaitement, c'est très particulier. Ouais. Et des internes en obstétrique, ils sont pas formés en allaitement. Non, donc, malheureusement. C'est plutôt rare. Donc moi, j'arrive avec mon bébé au bras, mon mari, cette douleur. Et donc, je leur explique. Ils me disent... Ils constatent que je n'ai pas de fièvre. Et donc, ils me disent, si vous n'avez pas de fièvre, ça ne peut pas être un abcès. Alors que Véronique Darmanja était assez formelle. Et moi, sur mon échelle de douleur, ça pouvait difficilement être autre chose, en fait, à ce moment-là. Ouais. Et puis, ça faisait longtemps que ça durait. Ça faisait longtemps, etc. Donc, pour eux, ça ne l'était pas. Ils ont fait une écho. Ils ne voyaient pas vraiment d'abcès. Et là, je pense qu'ils ont fait un acte qui a dû empirer grandement les choses. C'est qu'ils m'ont vraiment, vraiment beaucoup appuyé sur le... Ils ont essayé de me faire sortir le lait, en fait, en le traitant comme un engorgement. T'étais encore à la mastite, engorgement, quoi. Voilà, exactement. Donc là, ça a été une demi-heure de souffrance terrible. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appuyé sur ton sein, en fait, pour essayer de déboucher le canal qui, malheureusement, était trop bouché. Je pense ça a dû... En fait, ça a flambé le lendemain matin. Donc, je pense que cette manipulation a dû... encore aggravé.
Donc je suis rentrée chez moi dépitée parce que j'avais encore plus mal. Ouais. J'avais aucune solution après avoir passé 2 heures aux urgences la nuit. Ouais. Et là, vraiment démoralisée au possible, je me dis, là, je commence à me dire que je vais devoir arrêter d'allaiter. Enfin, là, il y a une petite porte qui s'ouvre en moi que peut-être que je vais pas pouvoir continuer comme ça. Ouais, Que physiquement, je tenais plus, en fait. Oui, mais ceci dit, même arrêter l'allaitement ne serait pas la solution, là, puisque de toute façon, c'est bouché. Donc, et c'est ça. Et donc, je me sens un peu piégée. Ouais, là, t'es coincée, en fait. Je suis coincée dans ma douleur. Arrêter ne suffira pas. C'est-à-dire que souvent, dans l'allaitement, quand il y a une difficulté, on dit arrête, et puis voilà, t'es tranquille. Là, même cette solution-là, en fait, non, on n'arrêtera pas le problème. Complètement. Donc là, je me couche, je suis pas bien du tout. Je pensais avoir des solutions, j'en ai aucune. Ouais. Donc je repars chez moi comme ça, sans traitement, rien. En fait, vraiment lâchée dans la nature. Tu te dis que tu vas rappeler Véronique Darmanja, du coup ? Je me dis que le matin, je vais faire quelque chose. Je me réveille. Ça allait pas du tout. Donc là, j'ai rappelé Chantal Birman. Elle m'a reçue en urgence. Ok. Elle a vu mon sein. Elle m'a dit oui, là, c'est de l'abcès. C'est un abcès. Je te prescris des antibiotiques. Donc d'accord. Déjà, première prise de médicaments à ce moment-là. Et je suis allée. Elle m'a dit de retourner aux urgences, mais cette fois-ci d'aller au Bluet, là où j'avais accouché. D'accord, ok. Donc je retourne au Bluet. Go, au Bluet. Voilà. Donc là, mon bébé avait 5 semaines. Ah ouais, donc là, on est déjà à 5 semaines, en fait. Ah, ce qu'il faut se dire, c'est que tout ça, à chaque fois, ça prend du temps, on réfléchit, on se sent moyen, il se passe encore un jour, puis un jour, et en fait, votre bébé a déjà 5 semaines. Exactement. Il n'y a pas une journée où t'as pas mal Ouais, où j'ai pas mal au sein gauche. Et d'ailleurs, après, je pense que c'est un peu un cercle vicieux, c'est que comme j'avais mal de le mettre au sein gauche, il t'était plus du droit. Ouais, et puis ça se dividait encore moins. Voilà, exactement. Et là, au Bluet, j'ai été entendue. En fait, ce qui a été vraiment dur jusque-là, et notamment à Port-Royal, c'est que personne ne m'avait écoutée. Ouais. On m'a dit, vous n'avez pas d'abcès, vous n'avez pas de fièvre. Et moi, je dis, mais si, j'ai un abcès, ça peut pas être autre chose, je peux pas lever mon bras, quoi. Ouais. Donc, d'avoir été enfin entendue, ça a déjà été... ça t'a soulagé ? Un soulagement. Je leur ai dit, enlevez-moi le sein. Enfin, vraiment, j'étais à un stade où j'avais qu'une envie, c'est qu'on m'enlève mon sein, quoi. Je pouvais plus supporter même le poids du sein. Okay. Il fallait que je me le tienne. Voilà. C'est vrai qu'à ce moment-là, je me tenais le sein pour marcher. Le sein gauche. Ah oui, donc là, on est vraiment au stade costaud. Ouais. Ok. Et donc au Bluet, ils t'entendent ? Ils m'entendent. Quelle est la prise en charge ? Ils font l'écho, ils voient bien qu'il y a un abcès, en effet. Ils me disent, on va vous opérer. Et là, tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé la veille, quoi ? Ah ouais, vraiment. Ouais. Alors après, je sais qu'à l'échographie, c'est pas toujours évident de les détecter. Rappelons que les échographies, c'est très opérateur dépendant et qu'on ne trouve que ce qu'on cherche, quoi, en fait. Dans la vie, de toute façon, on trouve que ce qu'on cherche. Mais l'écho, c'est très opérateur dépendant. Donc, c'est vrai que, il suffit que ce soit placé d'une certaine façon, que la personne cherche d'une certaine façon et on peut ne pas trouver, quoi. C'est ça. Et là, voilà, on me dit, on va vous opérer. Et ça a été un immense soulagement. Et en même temps, opération, ça voulait dire être séparée de mon bébé pour la première fois. Parce que j'allais devoir rester la nuit là-bas. Et comment il va se nourrir ? Il ne pouvait pas rester avec toi ? Non, pas la nuit en tout cas, il était trop grand. Parce que j'étais dans trop grand. Ouais, il avait 5 semaines, mais en fait, comme il y avait tous les nourrissons, j'étais au même étage que les femmes qui accouchaient en fait. Ok. Et du coup, là, ça a été un petit peu... ma seule préoccupation, c'est comment il allait manger mais il prenait déjà des biberons. Il prenait des biberons de mon lait. Ok. Je crois qu'on n'avait pas encore essayé de le complémenter. Et donc là, au Bluet, ils ont donné les petits biberons déjà prêts pour... D'accord. Et donc, je me rappelle de partir au bloc et de regarder mon mari et de mon bébé en me disant, mais est-ce qu'il va manger ? C'était, c'était ton unique préoccupation. Mon unique préoccupation. Okay. Et oui, c'était à la fois très dur. Oui, parce que là, il n'est pas question, du coup, de tirer du lait en faisant un peu de stock, machin. En fait, on t'opère tout de suite, quoi. C'est tout de suite maintenant. Tout de suite, et moi je pouvais plus attendre une minute de plus. Autant, quand j'y repense rétrospectivement, je me demande comment j'ai attendu autant. Ouais, moi aussi. Vraiment, et je pense que c'est vraiment dû au fait, l'état psychologique et l'hypervigilance du postpartum et la grande vulnérabilité et le fait de ne pas être entourée. Ouais. Le fait qu'il y ait personne qui m'ait dit, au bout de 2 jours, c'est pas normal. J'avais pas d'infos en fait, j'avais aucune info. Il n'y avait pas de podcast à l'époque. Ouais. Moi j'aurais pu regarder sur internet, mais en fait j'étais pas là-dedans. J'aurais aimé, avoir quelqu'un qui me dise clairement les choses.
et qu'il me fasse connaître les consultantes. Mais là, à ce moment-là, je pouvais plus attendre une seconde de plus, il fallait m'enlever la douleur. Ouais, complètement. Bon, donc du coup, ton loulou, ça s'est passé comment ? Ça s'est bien passé pour lui. C'était un petit bébé assez facile pour ça. Il passait du sein au biberon, mon lait, pas mon lait. Lui, il était toujours OK. Il était toujours OK pour tout, donc ça se passe très bien. Ça se passe très bien pour lui. Et moi, Toi ? du coup, je passe au bloc, on m'opère. Et pour moi, à ce moment-là, je pensais de ne plus pouvoir allaiter après ça. C'est-à-dire que je pensais pas que c'était possible. Oui, parce que là, anesthésie générale. Anesthésie générale, et puis surtout, en fait, mon sein gauche, fallait même plus m'en parler. Je me rappelle avoir eu Véronique Darmanja au téléphone avant l'opération. Elle m'a dit, vous pouvez demander qu'on vous opère en vous faisant la coupure, enfin pas la coupure, mais l'ouverture du sein, là, on va vous opérer un peu loin du téton pour garder votre téton opérationnel pour les téter après. Je leur ai dit, écoutez, je m'en fous, là. Même pas envisager une seconde qu'on me retouche ce sein. Ouais, de toute façon, t'avais envie qu'on te l'enlève, donc... Complètement. Et puis, je pouvais pas imaginer qu'après cette douleur, j'allais pouvoir réallaiter du sein gauche. Ouais. Et en fait, après l'opération, je vois la consultante en lactation des Bluets qui me dit, mais vous savez, vous pouvez continuer d'allaiter à droite. Avec tu le avais pas sein pensé. droit. J'ai dit, ah bon ? Elle m'a dit, bah oui. Et donc là, un immense soulagement aussi que l'allaitement allait continuer. Parce que je m'étais vraiment aussi fait une raison que, bon, voilà, c'était comme ça, c'était mon histoire d'allaitement et que j'allais donner le biberon avec amour, mais au fond de moi, j'étais hyper triste d'arrêter l'allaitement. Donc quand j'ai su qu'on pouvait allaiter avec un seul sein, je me suis dit, Parce que là, après cette opération-là, il était proscrit d'allaiter avec le sein gauche en revanche. C'était impossible. En fait, les soins de l'abcès sont très difficiles. Après, j'ai eu 3 semaines de soins infirmiers tous les jours. D'accord. Avec un drain. Ouais. Donc tous les jours, déjà, j'ai eu 5 jours d'hospitalisation. Ouh là là. Ouais. 4 ou 5. C'est lourd, hein. C'était lourd. Donc mon bébé venait tous les jours de midi à 20h, en fait, avec moi. Ouais. J'appréhendais beaucoup la première... Comment ça allait se passer, les retrouvailles. Est-ce que moi, en fait, j'allais avoir envie de le mettre au sein après avoir vécu l'opération et les douleurs post-opératoires du drain et tout ça. D'accord. Et en fait, ça s'est passé avec une évidence folle encore quand on s'est retrouvés après cette séparation d'une nuit, que je l'ai pris contre moi. Il a très naturellement tété à droite. Et un immense soulagement pour moi de voir que c'était OK d'allaiter d'un sein. Ouais. Que lui, il mangeait bien quand j'étais pas là. Ouais. Ça t'a apaisé. Ouais, ça m'a vachement apaisé. Par contre, la nuit, moi, je tirais mon lait. Du coup, j'avais pas mon bébé. On pourrait croire que je pouvais dormir, mais non, toutes les 4 heures. Tu te réveillais. J'avais le tire-lait et je tirais à droite pour entretenir la lactation. Et en ce qui concerne le sein gauche, du coup, lui, il était au repos, mais abcès enlevé, il n'y a pas d'autre engorgement qui s'est créé du fait d'arrêter un peu subitement les stimulations. J'avais peur. Je leur posais tout le temps la question. Parce qu'en fait, mon angoisse, c'était qu'en fait, en stimulant à droite, j'allais... ça réveille le sein gauche J'allais aussi. réveiller le sein gauche qui allait se réengorger parce que lui-même n'allait plus avoir de stimulation. Oui, bah oui. Et on m'a dit que ça allait se tarir. J'avais quand même du lait qui sortait à gauche. Ouais. Ça sortait, mais il n'y a pas eu d'engorgement. Mais c'était ma préoccupation principale. J'avais hyper peur. Ouais, je comprends. Ouais, après une expérience comme ça, tu m'étonnes. Ouais. Ok, et donc du coup, tu rentres à la maison au bout de 5 jours, 3 semaines de soins infirmiers, donc voilà, un peu lourdeur des soins. Tous les jours, c'était... Alors j'ai trouvé un infirmier près de chez moi, hyper sympa, il me changeait le pansement, le drain. C'était un peu douloureux, mais ça allait rien comparer à la douleur de l'abcès en fait. Ouais. Donc, et je savais que j'étais en voie de guérison. Et en fait, mon sein droit produisait énormément. Je crois que du coup, j'ai beaucoup de lait. Et qu'avec un sein... Et puis il s'est mis au diapason. Il s'est mis au diapason. Et j'ai nourri mon bébé avec un sein. Donc j'avais un sein très gros. Un sein qui était redevenu tout petit. Donc c'était assez drôle. Je devais avoir au moins 2 bonnets d'écart entre les 2 seins. Et n'oublions jamais qu'on peut allaiter des jumeaux. Donc a priori, c'est qu'avec un sein, on peut en allaiter 1, 2, 3. Ouais, c'est ce que je me suis dit. J'ai pensé aux mamans de jumeaux. Je me suis dit, un bébé, un sein, ce sera aussi mon cas. Voilà, ce sera le sein droit. Ce sera le sein droit. Et après, comment ça s'est passé ? Il n'y a pas eu d'autres galères de ce style-là ? Eh ben non, aucune. Aucune. À partir de là, d'ailleurs, quand on me posait la question de mon allaitement, c'est même pas ce à quoi je pense. Et c'est là que c'est assez fou, je trouve. C'est que cette épreuve, elle a été traversée, pourtant avec beaucoup de douleur. J'avais qu'un sein à disposition, mais j'ai un souvenir hyper doux de l'allaitement avec mon premier bébé. Oui, quand t'en parles, on a presque l'impression que ça a été pas une promenade de santé, mais que c'était pas si terrible que ça, alors que je t'avoue que moi, j'ai mal au sein rien qu'à t'entendre parler.
Bah, c'est vrai qu'il y a le temps, je pense, qui a joué. Ouais, on et oublie. puis Hein. la réparation aussi, le fait que l'allaitement se poursuive. Ouais. Et que... Ça aurait été plus douloureux si l'allaitement avait dû s'arrêter sur oui, cette expérience-là. Ah ouais, je pense que j'aurais dû... ça aurait été contre ma volonté, quoi. Ouais. Ça aurait pas été notre décision et ça aurait été difficile, je pense. Là, d'avoir un sein à lui donner, de voir qu'il continuait de prendre du poids. Il était un petit peu en mixte au fur et à mesure quand il a commencé la crèche, etc. Mais du coup, ça s'est aussi arrêté assez naturellement à 8 mois, un sevrage plutôt facile où finalement, comme il avait de plus en plus de biberons et que je l'allaitais matin et soir... Ça s'est tari tout petit à petit. Et qu'il t'était plus la nuit, ça s'est tari. Un matin, il a plus pris le sein. Et ça a été hyper doux comme sevrage. Ok. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'y pense, je me dis, waouh, 8 mois d'allaitement. Mais après, je me dis, ah oui, c'est vrai que le début, c'était galère quand même. Ça partait pas sous les meilleurs auspices. Non. Ok, alors quand ton deuxième bébé arrive, combien de temps après 2 ans et demi après. 2 ans et demi après. Tu te dis que c'est évident que tu vas allaiter ? Oui, alors là, pareil, aucune question. T'as pas peur qu'il te réarrive la même chose ? J'ai peur. J'en parle avec ma sage-femme qui m'a suivie en global. Ouais. Je lui dis, voilà ce qui m'est arrivé pour le premier. Il faut qu'on soit hyper vigilant. Mm-hmm. Voilà, c'était la différence entre mes 2 expériences. C'est que la deuxième fois, en plus, j'étais déjà doula, j'étais plus formée à l'allaitement. Voilà, je savais que j'allais être vigilante. D'accord. Donc j'avais un peu un warning dans ma tête. Oui, il y avait là la lumière rouge. Ouais, là elle était allumée. Ok. Elle est en fond, tu la vois de loin, tu te dis à tout moment elle peut s'approcher. Ok, donc du coup ton deuxième bébé arrive. Ouais, il arrive. Pareil, le début ça se passe très bien. Ouais. Première mise au sein super, pas de crevasses. De toute façon, je crois que les crevasses c'est pas mon truc. Du coup j'ai fait autre chose, mais les crevasses j'en avais pas. En fait, toi, t'as beaucoup de lait très vite, c'est ça ? Donc les bébés, ils ont pas besoin de faire grand-chose, ça leur arrive... en fait, c'est ça. Pas tout cru, c'est pas le mot pour du lait, mais ça leur arrive tout cru dans la bouche. Quand même vite dans la bouche. D'accord, donc, pareil, ils ont pas besoin de faire grand-chose. Non, et le deuxième, il prend du poids très très vite. Je crois même qu'il a pas perdu par rapport à son poids de naissance, à aucun moment. D'accord. Donc je sors à 12 heures après avoir accouché, parce que c'était en maison de naissance. Il était déjà au-dessus, il avait déjà pris du poids, quoi. Donc tout le monde me dit, en fait c'est aussi ça, c'est un peu le piège. Ouais, c'est le piège, parce que du coup, côté bébé, tout va toujours bien. Exactement. Donc voilà, super content, ça se met en place, le lait arrive comme prévu. Voilà, un peu le même... Ton sein gauche aussi. Mon sein gauche aussi. Je suis très vigilante sur le sein gauche du coup. Parce que t'avais l'impression que c'était la faute du sein. En tout cas, je me suis dit que ce sein-là, il allait moins bien. Ou en tout cas, j'avais un petit peu peur du fait qu'il avait été déjà opéré. Ouais. De comment... Je me suis même demandé, est-ce que le lait va bien arriver à travers les canaux, même si on m'avait dit qu'on avait... Oui, on t'avait prévenu justement après l'opération. Est-ce qu'on t'avait dit, est-ce qu'il y a un risque pour un deuxième allaitement ? Est-ce qu'il y a des canaux qui ont dû être sectionnés ou j'en sais rien, enfin... Ouais, j'ai posé la question. On m'a dit, normalement, tout sera OK. Ok. Donc, mais j'étais quand même vigilante, surtout sur ce sein. Ouais, quand même. Quand même. Bon, il s'avère que c'est pas ce sein qui, cette fois-ci... Chacun son. Exactement. Et souvent, je dis, vous avez... Chacun a eu un sein, il n'y a pas de souci. Alors, raconte, qu'est-ce qui s'est passé cette fois ? Alors, chronologiquement, ça a pas commencé... Si, ça a commencé, pareil, un engorgement, 8 jours, 10 jours. On reprend une équipe qui gagne. Ouais. Un peu pareil, sauf avec beaucoup plus de vigilance. Ouais, donc là que tu dois t'engorger, tu commences, la lumière rouge se rapproche un peu. Exactement, donc j'avais un peu plus de connaissances dans les positions, j'ai pas mal fait téter en louve. Ouais, donc, la position de la louve, c'est la position de l'engorgement, donc vous êtes, vous voyez une louve à 4 pattes, vous êtes à 4 pattes, vous avez votre bébé en dessous, et puis comme ça, vous pouvez le faire tourner Exactement. à 360 en fonction de la partie que vous voulez vider du sein. Exactement. Donc t'es en louve toute la journée. Je suis en louve et franchement ça passe. Ok. Ça passe pas mal. Les 2-3 premières semaines, je dirais que finalement je sens que j'ai beaucoup de lait. Je sens aussi que dans mes seins, je fais pas partie des femmes qui coulent beaucoup. Il y a des femmes pour qui tu allaites d'un sein, l'autre sein s'écoule, ou même qui sont assez rapidement trempées. Oui. Voilà, c'est le cas, surtout les femmes qui ont beaucoup de lait. Ouais. Et moi, voilà. Toi, t'as beaucoup de lait, mais tu débordes pas. Non. Et donc, quelque part, je me dis, c'est peut-être que ça se bouche un peu aussi. Je sens quand même que, moi, j'ai beaucoup de lait, mais que ça déborde pas. Ok. À 3 semaines, il avait 3 semaines, je vais en formation d'allaitement.
Ah. Voilà, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée quand on est en plein postpartum d'aller suivre une formation. Voilà. Elsa, qui est doula aujourd'hui et qui préserve le postpartum des mamans, n'a pas préservé le sien, évidemment. Exactement. Et tu vois, on apprend toujours parce que cette expérience-là m'a aussi montré à quel point, même si ça va bien, qu'il n'y a pas trop de douleur physique, que l'allaitement roule, à 3 semaines en postpartum, on est à 3 semaines en postpartum. Voilà. On n'est pas au stade où on va traverser Paris avec un bébé de 3 semaines sur 3 jours consécutifs pour suivre une formation de soutien à l'allaitement. Non. Ou pour soutenir le tien, mais pas celui des autres en tout cas. Voilà, exactement. Ok, voilà. Et alors tu te retrouves à cette formation ? Je me retrouve à cette formation qui s'est hyper bien passée, une super formation d'ailleurs, avec mon bébé au sein toute la journée. J'ai pu prendre des notes pendant 3 jours, sans problème. Ouais. Là, je vois, et d'ailleurs j'étais bien entourée vu que j'avais ma formatrice... Magali Bontemps qui est super, je vois un point blanc. Ah. Un point blanc sur mon téton droit. Ok. Donc ça, je ne connaissais pas encore. Un point blanc, donc elle me dit c'est le canal lactifère qui est bouché. Donc mince, si ça se bouche, là, de nouveau le warning qui se réallume. Et là, ça a été pour le coup assez vite. D'accord. Assez vite. Tout s'est un peu entremêlé parce que je pense que j'ai dû avoir une candidose en même temps aussi. Ah. Ça a été un petit peu voilà. C'est-à-dire que mon sein me faisait mal par aiguille. J'avais des sensations un peu lancinantes dans le sein, même entre les tétés. Comme un problème n'arrive jamais seul. Exactement. Et là, je me focalise sur la candidose. C'est-à-dire que je fais tous les traitements qu'on me donne. J'essaye de la faire partir. Et je sens quand même qu'il y a les douleurs, c'est compliqué en allaitement parce que est-ce que c'est une douleur de candidose ou est-ce que c'est une douleur de mastite ? Ouais, c'est un peu flou. Hein. Ouais, c'est un peu flou, sachant que j'ai ce canal bouché qui ne se débouche pas. Oui. Voilà, en même temps, j'essaie... Tu avais quand même gardé en tête qu'il y avait un canal qui était bouché en plus de la candidose. Mais le point blanc ne part pas. Le point blanc ne part pas. En fait, c'est comme si là, d'un coup, il y a un peu tout qui m'arrive au sein droit. D'accord. Donc j'ai beau être entourée... Le sein gauche va bien. Le sein gauche va bien. Contre toute attente. C'est ça, comme quoi chaque bébé va téter va avoir un sein aussi qui va mieux téter que l'autre. Encore une fois, à ce moment-là, je me dis pas que c'est peut-être mon bébé qui a une mauvaise succion. Parce que lui, il prend bien du poids. On est toujours dans ces questions-là. Il a beaucoup de lait. Donc c'est plutôt moi, mes seins, quoi. Et là, à la différence de la première fois, je perds pas de temps. Je me rends compte que en fait, la candidose, c'est peut-être pas tant ça. Ouais. Il y a peut-être eu une candidose. Hein, mais finalement, ça a été un peu la porte ouverte aussi à l'inflammation. Qui là, cette fois-ci, a flambé beaucoup plus rapidement. Ouais. À la différence de la première fois, la peau ne change pas de texture. Donc ça, c'est important aussi de dire que les abcès n'ont pas toujours la même apparence. Ouais. Là, j'ai pas ma peau qui s'effrite. D'accord. Donc je reconnais pas l'abcès tout de suite. Par contre, la douleur est significative. Ok. Tu reconnais la douleur ? Je reconnais la douleur. Et je me dis... Pousse-mousse, impossible. Écoute, mon bras droit, ouais. Pas loin. C'est un peu difficile de le lever. Et j'ai même pas le temps de me dire que j'ai une mastite et que je vais traiter la mastite, que je ressens. Je ressens qu'on est déjà au stade de l'abcès. Et je me dis, waouh, ça va vite. Et en fait, quand je me dis, oui, à 3 semaines postpartum, j'ai fait des efforts qui n'étaient pas en adéquation avec mon état physique et émotionnel. Ouais. Avec cette formation notamment, avec le fait d'avoir un aîné qui a que 2 ans et demi, dont je dois m'occuper aussi. Ouais, là tu te dis que t'as forcé et que ton environnement du coup n'a pas amélioré ton état et que c'est peut-être pour ça que ça a flambé aussi vite. Ah, complètement. Là où la première fois ça a pris du temps, j'étais beaucoup plus cocoon en fait. Là... T'étais pas cocoon du tout. Donc il y a tout qui pète très vite et donc je vais voir très très rapidement une consultante en lactation qui s'appelle Carole Hervé. Ouais. Voilà, qui est super aussi. Et là, c'est la première fois que quelqu'un va regarder la bouche de mon enfant. Ah. Et qui va observer une tétée, parce qu'on est très focalisé sur, mais oui, sur mes douleurs et comment les traiter, mais qu'est-ce qui les cause finalement ? Et là, en effet, elle me dit que mon petit bébé a un frein de lèvres supérieur qui est très restrictif et qui attrape mal le sein. Ouais. Et sûrement ça avec une hyperlactation de mon côté. Ouais. Qu'en fait, là, le combo des deux fait qu'on a un bébé qui tire pas bien le lait, une maman qui produit beaucoup et qui en plus, tu le disais, tu débordes pas, ça reste à l'intérieur tant qu'il n'y a pas de bébé qui tète. Ouais. Donc le combo des deux, ça fait un sein qui, à des endroits, ne se vide jamais. Exactement. Et c'est ce qui s'est passé.
Et là, très vite, là, je me suis sentie très, très écoutée, très entendue rapidement. Donc, la douleur était même vécue différemment parce que je savais qu'on allait trouver des solutions. Je me suis dit, bon, bah, allez, on va... Mince, il va falloir opérer le sein droit maintenant. J'étais vraiment partie comme ça. Ouais. Et là, Carole me donne un très bon contact. Celui d'un échographiste qui fait des ponctions au niveau des abcès. Qui est connu à Paris. Ouais, au centre du Roc. En tout cas, à l'époque, il y a 4 ans, il était là-bas. Bah, je crois qu'il est toujours là-bas et que c'est la référence à Paris. Si vous arrive une galère d'abcès, surtout contactez-le, docteur Serror. Ouais. Bah, lui, il a sauvé mon... Je dirais pas qu'il a sauvé mon allaitement, je dirais qu'il a sauvé mon sein droit. Ouais. Parce que je savais que l'allaitement allait continuer. Là, je vais plus... Oui, là, tu savais c'était possible. Je savais que c'était possible. Par contre, je me suis dit, mince, allez, encore 5 jours à l'hosto, ça me saoule, en fait. Plus le grand, plus de 2 ans, grand, le plus grand. Le drain après, enfin, c'est quand même des sacrées galères. Et là, elle m'a dit non, il peut te ponctionner. Et donc, j'ai été le voir en urgence. Ils ont des créneaux d'urgence parce que quand on a ce genre c'est tout de suite, de douleur d'allaitement, on ne peut pas attendre ni demain ni après-demain. Il y a des prises en charge qui sont immédiates. Donc ça, c'est important. Super. Donc, j'ai traversé Paris encore une fois avec mon bébé au bras. Et pour la bonne cause. Voilà, pour la bonne cause. Et il a évidemment confirmé l'abcès avec l'échographie. En me disant quand même... Ah oui, j'ai quand même raté l'histoire qu'avant d'aller le voir et d'avant d'aller voir Carole Hervé, je suis allée au Bluet de nouveau. Et que là, à leur échographie, ils ont vu un abcès, mais ils se sont pas dit qu'ils allaient m'opérer tout de suite. Ils m'ont d'abord donné des antibiotiques. Voilà, ils ont un peu laissé la chance, mais finalement, assez rapidement. Voilà, tout a été très vite, en fait. J'ai été consultée encore, et pour aller voir ce docteur Serror, qui m'a ponctionné une première fois. Donc ça fait bien mal. Ouais. Voilà, la ponction, mais en même temps, c'était nécessaire. Il faut imaginer une aiguille qui rentre dans votre sein et qui va tirer sur cet abcès pour en enlever ce qui s'est... Un abcès, c'est vraiment imaginer l'infection en fait qui s'est mis comme dans une bulle, mais une bulle un peu épaisse. Vous voyez, les membranes de la bulle sont épaisses et donc du coup, il faut aller traverser la membrane et prendre ce qui s'est infecté à l'intérieur. Donc, je sais pas, c'est un bouton d'acné qu'on perce, quoi. Ouais, pour faire simple, mais énorme dans le sein. Exactement. Et il faut venir l'aspirer avec cette aiguille pour qu'on en sorte le maximum. Exactement. Et d'ailleurs, je dois dire que dans les deux cas, moi, j'ai jamais eu de pus dans le lait. Parce que dans tout ça, il y avait aussi, j'ai fait aussi des analyses de lait pour voir s'il n'y avait pas de pus. Ouais. On a vu aussi quelle était la bactérie, c'était un streptocoque B, c'est souvent le cas. Donc ça s'était vraiment maintenu dans l'abcès, il n'y en avait pas dans le lait. Okay. Exactement. Et la première ponction n'a pas suffi. Ok. N'a pas suffi. Et là, l'abcès était très profond. Comme je te disais, il n'y avait pas d'apparence au niveau de la peau. Ah oui, parce qu'il était profond. Il était très profond à droite. Et encore une fois, c'est grâce, je pense, à l'expérience de la première fois que j'ai pu me faire entendre. Parce qu'à part ma douleur, il n'y avait pas d'autres signes. Pas de fièvre, pas de visible, ça se voyait pas. Donc c'est ma douleur qui m'a alertée. Et donc là encore, le fait de s'écouter et dire ok, si t'as mal, c'est pas normal. Ouais. Et donc tu y retournes une deuxième fois. En fait, il s'avère qu'il y avait deux abcès profonds qui étaient un peu reliés. Enfin, c'était toute une histoire. Oh là là. Et donc là, cette ponction-là, je m'en souviendrai toute ma vie. J'ai l'impression qu'on me transperce le cœur. Je me dis, c'est un peu ça. mais après, du coup, assez magique. Parce que la deuxième ponction a vraiment fait effet. Je l'ai senti parce que c'est comme ce que tu disais, cette coquille a été transpercée, quoi. J'ai vraiment senti l'abcès qui s'enlevait. Ok, donc là, t'es soulagée. Là, je suis soulagée. Et en parallèle, il fallait traiter le frein. Parce que c'était ça l'histoire. Parce que ce bébé, t'étais pas bien. Exactement. Et donc, tout s'est fait vraiment en parallèle. Et c'est le docteur Rousselet qui l'a coupé à l'époque. Donc, juste la lèvre. Juste la lèvre. Ok. Juste la lèvre et avec des petits exercices assez simple à faire ensuite à la maison pour venir soulever la lèvre et éviter que ça se recolle. Exactement. Et en fait, les deux en même temps, très bien. Ça a guéri. Voilà. Et après, t'as été tranquille. T'as pu réallaiter sur ton sein droit. Et j'ai pu réallaiter sur mon sein droit. Donc en fait, j'ai eu après un allaitement long avec mes deux seins. Et ça s'est passé aussi vers 5 semaines pour mon bébé, 4-5 semaines finalement. Ouais, il y a comme une étape à franchir. Ouais, j'ai l'impression qu'entre 1 mois et 2 mois, pour moi, c'est là que on dit souvent que l'allaitement, après 1 mois, on est dans la mise en place et que... Ouais. Et c'est vrai que j'observe auprès des mamans, c'est souvent le cas. Ouais. Dans mon cas, c'est vraiment entre 1 et 2 mois qu'il y a eu les galères. Les galères, ouais.
Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire que cette ponction, voilà, c'est aussi une façon de déjà de préserver un peu le postpartum pour éviter d'être 5 jours à l'hôpital, d'avoir des soins qui sont très lourds, etc. Parce que autant la ponction en elle-même est, j'imagine, affreusement douloureuse, autant une fois que c'est fini, c'est un tout petit point à cicatriser, donc c'est rien. Ah oui, une fois que c'est fini, c'est fini. Vraiment, là, tu peux remettre ton bébé dans la foulée. Ah oui, complètement. Je me souviens avoir peut-être eu mal un peu les heures qui ont suivi parce que c'est une zone qui a été lourdement quand même sollicitée. Mais c'est tout. Ok. C'est tout, vraiment. Mais je pense que si on n'avait pas traité aussi mon bébé... Ce serait revenu. Peut-être que ce serait revenu parce qu'il y avait vraiment aussi une difficulté de succion à l'origine du problème. Donc... Ouais. Et d'ailleurs, ça me fait penser à la première expérience dont tu parles et la déformation professionnelle, mais tu disais, mon bébé, il t'était moins bien sur le sein gauche que sur le sein droit. Donc, est-ce que ton bébé avait une préférence rotatoire ? Est-ce que tu trouvais qu'il tournait plus la tête d'un côté que de l'autre ? Certainement. Tu vois ? Certainement. Il n'avait pas vu d'ostéo. Parce que très fréquemment, quand il y a un sein où les bébés sont moins à l'aise, en fait... c'est pas... Alors, parfois, on a un peu plus de mal à se positionner d'un côté que de l'autre, et avec un tout petit, ça peut compter. Mais quand même, vérifiez vraiment que vos bébés n'aient pas... ça peut être très léger, hein, mais c'est ce bébé qu'on pose et puis qui, spontanément, voilà, a la tête un peu plus tournée d'un côté que de l'autre, et c'est toujours le même côté. Et voilà, ça se traite en thérapie manuelle, que ce soit ostéo ou chiro. Donc, voyez des professionnels formés en thérapie manuelle sur les nourrissons, parce que c'est vraiment quelque chose qui compte dans ces cas-là, parce qu'en effet, un bébé qui tète moins bien d'un côté, c'est un bébé qui éventuellement stimule moins bien, et donc un sein qui produit moins bien. Mais dans ton cas, c'est aussi un bébé qui draine moins bien, donc qui facilite des engorgements, facilite des mastites, et le stade d'après, des abcès. Donc, le petit nota bene là, de pros qui travaillent autour de ça que je suis, c'est de vous dire, en fait, les problématiques d'allaitement n'arrivent jamais... quasiment jamais du côté maman, en fait. C'est très rare. La plupart du temps, c'est la succion du bébé qui montre une difficulté. Et là, toi, dans tes 2 histoires, ça a été le cas. Et finalement, ces bébés ne drainaient pas si bien que ça, l'un des 2 seins. Exactement. Et je pense que pour le premier, il devait avoir aussi un frein restrictif. Après, je l'ai fait plus grand, je l'ai montré. Finalement, maintenant, sa langue va bien, mais il a fait quelques séances de chiro. Et je pense que l'un et l'autre avaient finalement aussi... alors que ce soit, comme tu le dis, au niveau de tension rotatoire ou bien au niveau de frein, je sais pas. Mais c'est aussi lié à mon hyperlactation. Oui, complètement. Clairement, c'est le combo des deux. Ouais, et je pense que j'ai après différentes échos, on m'a dit que j'avais sûrement, alors je sais plus exactement les termes, mais des seins qui ont tendance à faire ça. Ok. C'est aussi des natures. Oui, il y a des natures qui s'engorgent plus vite que d'autres. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Ok, bon, et ben du coup, ça fait quand même des péripéties en démarrage d'allaitement. Et ce deuxième bébé, il a été allaité combien de temps, rappelle-nous ? 20 mois, 21 mois. Et ça s'est passé comment, la suite ? Simple, facile ? La suite simple. En fait, c'est un peu comme pour le premier, c'est qu'une fois que j'ai dépassé l'épreuve de l'abcès et que mes seins sont guéris, j'ai plus aucune douleur. Et du coup... c'est le long fleuve tranquille après la cascade. C'est le long fleuve tranquille, bon, jusqu'au sevrage où là, ça a été beaucoup plus compliqué que pour le premier, mais on va dire que... Voilà, une fois que j'ai passé la douleur de mordre le coussin et de traverser ça, on y est, quoi. L'allaitement, après... c'était facile. C'est facile. Et l'image que j'en garde, c'est aussi ça. Le deuxième, en plus, il a été pas mal malade la première année parce qu'il faisait des bronchiolites à répétition. Donc, il avait de l'asthme du nourrisson, avec des hospitalisations, etc. Et l'allaitement, ça a été notre lien le plus fort à ce moment-là pour le soutenir. Ok. Et du coup, il y a d'autres choses qui sont passées derrière. Et c'est vrai que ces abcès, ils ont marqué le début, mais ils n'ont pas, dans ma tête, en tout cas dans notre histoire, marqué ce que j'en retiendrai. Ok. Bon, c'est bien. Et pourquoi le sevrage, c'était difficile ? Parce que 2 ans. Ouais, c'est ça. Et que même si après, les tétés forcément diminuaient avec la reprise du boulot, etc., il était très très attaché à ce lien, et moi aussi. Et pour le coup, il prenait pas de biberon, ou alors il voulait bien prendre des biberons quand c'était mon lait, mais alors il voulait pas y toucher quand c'était pas le mien. D'accord. Donc voilà, c'était... Donc le sevrage, il est venu de toi. T'avais vraiment envie que ça s'arrête ? Ouais, il a été vraiment induit par moi, et
J'ai commencé autour de ces 15-16 mois Enfin, ça a été vraiment plusieurs mois. Parce qu'il y avait une deadline pour toi à respecter, il y avait un moment où il fallait que tu arrêtes pour une raison ou pour une autre, ou juste parce que c'était plus le temps pour ça pour toi? C'était plus le temps pour moi. Je sentais que j'avais pas envie de l'allaiter trop longtemps, quand il allait être trop enfant. D'accord. Et en même temps, je voulais que ce soit très doux. Donc d'abord, on a arrêté les tétés la nuit. Ensuite, très progressivement, je me suis fait entourer aussi par Carole Hervé pour le sevrage. Ouais. J'avais vraiment besoin de soutien. D'accord. Et finalement, ça s'est passé en douceur, mais... Ouais, chaque étape. Chaque étape. Et ça, il y a des moments vraiment... Si ça tenait qu'à lui, je pense qu'il aurait été bien plus longtemps. Ouais. Ok. Ouais. Bon, et puis finalement, il s'est arrêté de téter. Et finalement, il s'est arrêté de téter. Ok. Quel souvenir tu gardes de ces expériences d'allaitement, du coup? Des moments magiques. Ouais. Des moments magiques et le fait... et la solitude. La solitude du début. D'accord. Ce que j'en garde, c'est vraiment le fait d'être entourée, que ce soit par des professionnels ou des femmes. En fait, la transmission de femme à femme. En te disant, là, c'est pas normal. Là, consulte. Et tous les encouragements, tout le soutien, toutes ces personnes autour de moi qui m'ont encouragée, qui m'ont félicité de continuer malgré tout ça, parce que finalement, il y a peut-être plein de moments où j'aurais pu arrêter, mais de sentir qu'en tout cas, j'étais en train de poursuivre sur une voie qui m'allait à moi. Et que c'était valorisé par mon mari, par ma mère, tout ça, ça a été des... Ouais, ton conjoint dans tout ça, justement, il a réussi à trouver une place facilement. Quelle place il a eu dans toutes ces problématiques? Parce que la première fois pour l'opération, du coup, c'est lui qui a tout géré, le quotidien. C'est ça. Lui, il était plutôt encourageant, il te disait pas, écoute, arrête, je te fais du mal. Je pense qu'il a senti que c'était pas en me disant arrête que ça allait m'aider, parce que j'avais pas envie d'arrêter. D'accord. Et donc, il m'a vraiment soutenue. Et puis, c'est lui qui gérait, ne serait-ce que tous les allers-retours en voiture pour aller voir les médecins, l'hôpital. Bien sûr. Non, il a été hyper soutenant et il a été valorisant dans ce que... Il me disait souvent, waouh, je vois comment t'as mal, mais tout ce que tu donnes à notre bébé, c'est magnifique. Ouais. Et en fait, c'est ça qui me permettait de continuer, de me donner la force de continuer. Ok, super. Cette expérience d'allaitement, quel impact elle a eu dans ta vie ? Pro et perso. Pro, il y a eu quelque chose là. Oui, on pro, il y a eu quelque chose. C'est-à-dire que pour moi, encore plus que de par cette expérience-là, quand j'accompagne les femmes en postpartum, je vérifie bien auprès d'elles qu'elles sont bien entourées. Bon, déjà, elles m'ont moi, mais elles ont des contacts de consultantes en lactation, elles ont la sage-femme qui passe. Voilà, en tout cas, le warning, il est très clair pour moi. S'il y en a une déjà qui me parle d'engorgement, je sais que le lendemain, je prends toujours de ses nouvelles. Comment il va son engorgement ? Est-ce que ça a évolué ? Est-ce que son sein est souple ? Est-ce qu'elle arrive à drainer ? Et je lui donne l'information qu'un engorgement, c'est pas plus de 48 heures. Ouais, ok. Ça t'a... Voilà. Je la laisse pas avec son chou pendant 3 semaines. Voilà. Le chou ne guérit pas les abcès, quoi. Je viens avec un chou le premier jour, mais pas le 4e. Ouais, exactement. Donc oui. Et donc ça m'a aussi donné envie de me former au soutien à l'allaitement pour... pour pouvoir les accompagner. Ouais, exactement. Et de pas rester seule dans ce maillage. Moi, je suis un des pions du maillage, mais il y a tous les autres professionnels qui entourent l'allaitement. Ouais. Et donc, pour moi, c'est important qu'elle ait toutes les informations. Et puis toi, tu lui permets d'allumer les warnings à cette maman si jamais tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour pouvoir la réorienter. Exactement. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de dire là, je pense que tu peux appeler ta sage-femme tout de suite maintenant, de voir avec elle si tu as besoin d'antibiotiques, de voir avec elle... Voilà, moi je donne aucun conseil médical, mais par contre, je veille à ce qu'elle soit en lien avec le personnel médical pour pas qu'elle soit isolée dans ses problèmes d'allaitement. Parce que toi, tu as souffert de cet isolement. Oui, complètement. Et c'est cet isolement qui, à mon avis, a fait que je suis restée autant de temps sans traitement. Sans traitement. Ok. Si tu devais donner un conseil aux mamans qui nous écoutent. Entourez-vous. Ouais, of course. Entourez-vous et croyez en vous. C'est-à-dire que si vous rencontrez ces difficultés d'allaitement et que vous sentez que vous avez envie d'arrêter l'allaitement, alors arrêtez. Enfin, tout en douceur, parce que sinon... Oui, parce que quand on est déjà engorgé, arrêter, c'est quand même un concept. Mais en tout cas, que c'est OK d'arrêter après des douleurs comme ça, quand on n'a plus envie. Et à l'inverse, si vous sentez que vous avez envie de continuer cette aventure, c'est possible d'allaiter d'un seul sein. Voilà. Si vous en reste qu'un, en tout cas. Ok, Elsa, tu veux répondre à mon interview Fast Milk ? Allez, avec plaisir, Charlotte, merci. Elsa, quelle est ta tétée la plus insolite ? La plus insolite,
Je dirais j'ai envie de dire dans les toilettes, mais ça, j'ai l'impression que c'est un peu toutes les femmes. Une fois qu'on commence à faire un certain nombre de fast meals, qu'on se rend compte que... C'est ça, moi je dirais peut-être dans le bus avec mon deuxième, justement, en allant à cette formation tout nourrisson, où j'étais dans le bus avec tous ces regards hyper bienveillants. Ça m'a marqué. C'est plutôt les regards... bienveillants posés sur soi. Bienveillants, parce qu'avec le bébé était vraiment tout petit, il avait 3 semaines. Et aucun problème à l'allaiter dans les transports, et avec ces sourires de femmes aussi un peu encourageants. Ça cool. m'a plu. Le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement. Ça peut être ironique. Voilà, du coup, je crois que tu as des expériences pas super glamour, toi. Ouais, non, pas super glam. Peut-être justement tout cet été en train de mordre en même temps le coussin. Je pense que... c'est pas glamour. Non, du tout. On est d'accord. Ta position préférée dans le Kama Sutra de l'allaitement ? La BN. Ouais. Ouais, vraiment, je l'ai découverte surtout pour le deuxième. Et ça, c'était ma préférée, jour et nuit. Ok. Et si en un mot, tu pouvais me résumer ton allaitement ou tes allaitements, alors tu peux me choisir un mot pour tes allaitements, ou tu peux me choisir un mot pour chaque allaitement, s'ils sont teintés d'une façon différente. Ouais, je dirais complétude. Le fait d'être complète avec mon bébé en l'allaitant. Je pense que c'est cette émotion-là qui m'a animée déjà avant d'être maman. Mm-hmm. Et pendant mes allaitements, et de pouvoir dépasser les épreuves, c'est parce qu'au fond de moi, j'avais la sensation que c'était notre histoire à mon bébé et à moi. Et ça m'a fait ça avec les deux. Ouais. Ok. Merci beaucoup, Elsa. Avec joie, Charlotte. Merci beaucoup pour tes questions. Mais avec plaisir. Merci d'être venue jusqu'à moi. On est au chaud dans mon salon ce matin pour enregistrer cet épisode avec Elsa. Je suis ravie de t'avoir recroisée. J'ai rencontré Elsa il y a un petit moment maintenant. Ça va faire 3 ans ou 2 ans, je sais plus. C'était lors d'un Happy Milk. Ouais. Et puis depuis, on est restés en contact. Donc Elsa, elle est doula. Moi, je vous le répète, c'est une bulle de bonheur, comme finalement beaucoup des doulas. En tout cas, moi, toutes celles que je connais sont juste... je dis toujours que vous êtes des bisounours sur des nuages roses qui viennent se poser autour des mamans pendant leur grossesse et pendant leur postpartum. Donc merci pour ce que vous faites toutes pour elles. Et voilà, Elsa, elle est dans l'est de Paris, si jamais vous avez envie de vous faire accompagner. Et comme elle vous le disait, elle, son rôle dans l'allaitement, c'est l'accompagnement, c'est le même qu'elle fait, c'est du soutien, quoi. Et puis soutien et d'écoute. C'est avec les connaissances, par contre, qu'elle a acquis, savoir vous adresser correctement au bon moment. Ok, merci beaucoup encore. C'est un épisode hyper intéressant. Les abcès du sein, on n'en avait pas eu, je pense, dans Milkshaker jusque-là. Donc je suis ravie d'avoir recueilli cette histoire-là. Je pense qu'il y a des mamans qui vont se reconnaître dedans. Et puis, d'une façon ou d'une autre, je me charge de vous faire un petit truc un petit peu informatif avec un pro pour vous donner toutes les infos, pour que vous puissiez vous-même allumer vos warnings si jamais vous n'êtes pas entouré et qu'il n'y a que Milkshaker dans vos oreilles pour vous aider. Et à bientôt, Elsa. À bientôt, Charlotte. Et à tous et à toutes. À très bientôt dans Milkshaker. Que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, c'est très simple. Notez-le, abonnez-vous, mettez un commentaire avec 5 étoiles de préférence en fonction de votre plateforme d'écoute, et surtout partagez-le sur les réseaux sociaux @milkshakerpodcast pour le faire connaître. Pour suivre l'actualité du podcast, ça se passe sur le compte Instagram du même nom ou sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous trouverez tous les épisodes. Vous pourrez désormais y faire un don si vous souhaitez soutenir Milkshaker. On se quitte encore et toujours avec Emma et son titre Blinded, qu'elle a écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. So
classified. Broken dreams weighing me down.